revoilà de retour dans une nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu vous douter, je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai pris une petite pause. Et bien parce qu'il faisait très chaud et que j'ai passé du temps chez ma maman avec donc chez elle à la piscine avec la clim aussi. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer, pour reprendre un peu quelques forces avec cette chaleur. Voilà, j'espère que vous tenez le coup les amis et que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller nulle part. On va comment dire, je vais vous proposer plutôt une vidéo de savoir insolite. Voilà, ça faisait longtemps. Et donc on va tout de suite commencer avec le Yéti. Est-il un animal réel ou une créature de légende? 2019, l'armée indienne en expédition dans l'Himalaya découvre des traces de pas immenses dans la neige. 81 cm de long pour 38 cm de large. Aucun doute possible, il s'agit du Yéti. Ils sont quelques-uns à l'avoir aperçu, comme Sen Tenzing, ce Sherpa népalais qui le décrit comme mi-homme, mi-bête, mesurant 1,80 m avec une tête haute et pointue. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui ont aperçu des traces dans le sol. Attendez, il y a quelque chose qui est en train de se... Voilà. Mais aucun encore n'a apporté de preuves réelles de son existence. Le Yéti, aussi surnommé Bigfoot, est un cryptide, une forme animale dont on ne peut prouver l'existence, si ce n'est par des preuves indirectes et qui fascinent encore aujourd'hui les cryptozoologues du monde entier. À quoi ressemble vraiment le Yéti ou Bigfoot et où vit-il? Le Yéti, que l'on surnomme également l'abominable homme des neiges, vit dans les hautes montagnes de la chaîne de l'Himalaya, au Tibet. Depuis toujours, les Tibétains connaissent l'existence de cette créature mi-homme, mi-animal qui arpente les sommets enneigés enlevant, dit-on, femmes et enfants. Haut de 1,50 m à 3 m selon son sexe, le Yéti est imposant et effrayant. Il se tient fièrement dressé sur ses jambes lorsqu'il marche, mais court à 4 pattes. Son corps est revêtu d'une longue et épaisse fourrure gris-brun qui lui permet d'endurer les températures glaciales des montagnes. Seule sa tête est dépourvue de poils. Ainsi, on peut voir apparaître son visage humanoïde sous son crâne long et pointu. Quels sont les faits étranges qui ont donné corps à l'abominable homme des neiges? Les premières traces du Yéti apparaissent en Occident au début des années 20, notamment grâce aux expéditions d'alpinistes tentant de gravir le sommet de l'Everest. En 1921, un article du Times relate pour la première fois la rencontre d'une expédition anglaise avec des empreintes de pas semblables à celles d'un pied humain à 6500 mètres d'altitude. En 1937, Shipton, un explorateur britannique,
face à d'étranges traces dans le Turkestan chinois, mais ne peut prouver ses dires. 14 ans plus tard, de retour sur l'Everest, il réussit à prendre la toute première photo d'une empreinte de Yéti. En 1986, enfin, Reinhold Messner, autre alpiniste de renom, relate sa rencontre. Quelque chose de grand et de sombre apparut à 10 mètres devant lui. La chose silencieuse et légère traversa la forêt à toute vitesse. Les preuves de l'existence du Yéti face à la rigueur scientifique. Au XXIe siècle, les recherches scientifiques et l'analyse génétique mettent à mal l'existence du Yéti. En 2012, Brian Sykes, professeur à l'université d'Oxford, collecte une quarantaine d'échantillons de poils de Yéti pour les analyser. Résultat, tous appartiennent à des espèces animales contemporaines connues, sauf deux qui viendraient d'un ancien ours polaire. Les poils de Yéti analysés sont en fait des poils d'ours, de chevaux, de ratons laveurs, de porc-épic et même d'humains. En 2017, Charlotte Lindqvist, professeure à l'université technologique de Nanyang à Singapour, qui est peu convaincue par les échantillons censés appartenir à un ours polaire, décide de réaliser une nouvelle série d'analyses plus poussées sur d'autres échantillons. Là encore, les résultats furent sans appel. Les poils de Yéti appartenaient à des ours de l'Himalaya et du Tibet. Et oui, pas de Yéti en vue, les amis. Ensuite, quelle est la plus grande maison du monde? Entre palais résidentiels, domaines royaux et résidences privées, certaines habitations ont la folie des grandeurs. Leurs superficies peuvent atteindre plusieurs millions de mètres carrés. Voici la maison la plus grande du monde. Avec 200 000 mètres carrés de surface bâtie, le palais Istana Nurul Iman, situé au Brunei, est considéré comme le plus grand palais résidentiel du monde. Construit en 1984, il s'agit de la résidence principale du sultan de Brunei. Le palais compte 1788 pièces, dont 257 salles de bain et 5 piscines. Il y a également 44 escaliers fabriqués dans 38 sortes de marbres différents, une écurie climatisée pour 200 poneys de polo, un garage pour 110 voitures, une salle de banquet pour 5000 convives et une grande mosquée pour 1500 pratiquants. La construction du palais Istana Nurul Iman a nécessité environ 1,4 milliard de dollars. Quelle est la superficie du plus grand domaine privé du monde? Avec une superficie de 2,8 millions de mètres carrés, le palais Lakshmi Villa en Inde est le plus grand domaine privé du monde. Il est 36 fois plus grand que le Buckingham Palace, qui ne fait que 77 000 mètres carrés. Construit en 1890 par le Maharaja Sayajirao Gawad III, le palais Lakshmi Vilas compte 170 pièces ornées de marbre du Rajasthan, de mosaïques de Venise et de vitraux de Belgique. Il y a également un musée, un parcours de golf de 18 trous et un zoo privé. Symbole de luxe et de noblesse, le palais Lakshmi Vilas est aujourd'hui habité par la famille royale de Vadodara. Certaines parties du palais sont ouvertes aux visiteurs durant l'année. La construction du palais a coûté environ 765 millions de roupies,
soit 9 millions de dollars à l'époque. Quelle est la plus grande résidence privée du monde? Hors palais d'État, la plus grande résidence privée du monde est Antilia, située à Mumbai en Inde. C'est aussi l'une des plus chères du monde avec un coût avoisinant les 2 milliards de dollars. Ce lieu unique appartient à Mukesh Ambani, directeur de Reliance Industries, une des 3 plus grandes entreprises du pays. Construit en 2010, ce gratte-ciel de 173 mètres de haut compte 27 étages pour 37 000 mètres carrés de surface habitable. Il comprend notamment 29 chambres, 10 ascenseurs, 6 sous-sols de parking, 3 héliports, 3 piscines dont une aux dimensions olympiques, un cinéma, un temple de Krishna, un atelier automobile, un spa, une salle de sport, une salle de réception, des jardins suspendus et bien plus encore. Il compte plus de 600 employés. Classement des géants immobiliers. Quel est le top 10 des maisons, des plus grandes maisons? Le classement suivant inclut des palais, les domaines et résidences privées. Donc le numéro 1, le palais Lakshmi Vilas en Inde, 2,8 millions de mètres carrés. Le 2, le palais Aksaray en Turquie, 300 000 mètres carrés. Le 3, le palais Istana Nurul-Iman à Brunei, 200 000 mètres carrés. Le 4, le palais du Vatican au Vatican, 150 000 mètres carrés. Le 5, le palais du Quirinal en Italie, 111 000 mètres carrés. Le 6, le palais d'Umayyad Bhawan en Inde, 93 000 mètres carrés. En 7, le palais de Buckingham en Angleterre, 77 000 mètres carrés. En 8, le château de Versailles en France, 63 000 mètres carrés. En 9, Antilia en Inde, 37 000 mètres carrés. Et en 10, domaine Biltmore aux États-Unis, 16 000 mètres carrés. Le palais Lakshmi Vilas domine le classement des plus grandes maisons, principalement grâce à ses jardins monumentaux. En termes de surface habitable, le palais Istana Nurul-Iman occupe la première place. Antilia est la maison la plus grande du monde. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne en photo. Ensuite, accident mortel quand la malchance mène à des morts absurdes. Qu'il résulte de négligence, d'inconséquence ou de malchance, ces accidents massifs prêteraient à rire si des malheureux n'y avaient pas encore rencontré, si des malheureux n'y avaient pas rencontré une mort absurde. Une cuve qui explose, un raz-de-marée de bière, une rivière de whisky en flammes, des ballons festifs devenus pièges mortels. L'histoire regorge d'accidents collectifs si improbables qu'ils semblent sortis d'un film de science-fiction. Pourtant, ils sont bien réels et documentés par les archives judiciaires et municipales. Le 15 janvier 1919 à Boston, ce sont des millions de litres de mélasse qui déferlent dans le Nord-End, faisant 21 morts. À Londres, en 1814, 1,5 million de litres de bière ravagent Saint-Gilles. À Dublin, Saint-Gilles. Ah oui, à Londres. À Dublin, en 1875, 13 personnes succombent à l'alcool, plus qu'aux flammes. À Cleveland, en 1986, un lâcher de 1,5 million de ballons tourne au fiasco. Des drames absurdes où négligence, imprudence et malchance se conjuguent. Comment ces catastrophes ont-elles pu se produire ? Comment 8,7 millions de litres de mélasse ont-ils ravagé Boston en 1919 ? 15 janvier 1919,
aux États-Unis, dans le quartier nord de Boston, un immense réservoir industriel de 8,7 millions de litres de mélasse cède brusquement sous la pression et le froid hivernal. Récemment remplie, la cuve n'avait jamais été testée à pleine capacité. Les rivets qui sautent en cadence font croire à une décharge de mitraillette. Une vague visqueuse, épaisse comme du goudron et atteignant jusqu'à 8 mètres de hauteur, déferle à près de 56 km/h dans les rues, dont le sol tremble. Maisons arrachées de leurs fondations, rails de tramway tordus, chevaux engloutis, passants piégés sans possibilité de fuite. Le quartier est figé dans une scène d'apocalypse sucrée. Les secours peinent à progresser dans le magma poisseux. Bilan officiel, 21 morts et plus de 150 blessés. Certains retrouvés plusieurs jours plus tard, englués dans la mélasse solidifiée. Comment un tsunami de bière a-t-il ravagé les rues de Londres ? 17 octobre 1814. Au début du 19e siècle, dans la brasserie Mehenco, située dans le quartier populaire londonien de Saint-Gilles, une immense cuve de fermentation cerclée de fer rompt soudain. L'explosion provoque un effet domino. Plusieurs fûts voisins cèdent à leur tour. En quelques secondes, près de 1,5 million de litres de bière s'engouffrent dans les ruelles étroites, détruisent les murs, inondent des caves et des logements insalubres. 8 personnes meurent noyées ou écrasées. Presque toutes issues des classes les plus pauvres, vivant en sous-sol. La brasserie sera toutefois juridiquement blanchie, l'accident étant qualifié de volonté divine, une maigre consolation pour les proches des victimes mises en bière. Comment 5000 barils ont-ils transformé Dublin en rivière de whisky en feu ? 18 juin 1875, un incendie se déclare dans un entrepôt d'un quartier densément peuplé de Dublin, en Irlande. Sous l'effet de la chaleur, près de 5000 barils de whisky explosent. Une rivière d'alcool enflammé se répand alors dans les rues, embrasant maisons et chaussées. Au lieu de fuir, de nombreux amateurs se précipitent avec seaux, bouteilles et casseroles pour récupérer le liquide, faisant fi des avertissements des autorités. On déplorera 13 morts, non pas de brûlure, mais de coma éthylique ou d'intoxication alcoolique aiguë. Pourquoi le lâcher de 1,5 million de ballons à Cleveland a-t-il viré au drame ? 27 septembre 1986. Ce jour-là, la ville de Cleveland, dans l'Ohio aux États-Unis, organise un événement festif, bien décidé à battre un record mondial et à égayer son image industrielle. Près de 1,5 million de ballons gonflés à l'hélium sont lâchés simultanément depuis le centre-ville. Mais un changement météorologique brutal fait redescendre tous les ballons à terre. Les routes et les échangeurs sont bloqués, l'aéroport paralysé, des animaux affolés provoquent des accidents. Plus grave encore, sur le lac Erie, les ballons empêchent les secours de repérer 2 pêcheurs disparus, dont les corps seront retrouvés plus tard. L'événement donne lieu à plusieurs procès ruineux et devient un cas d'école d'événements calamiteux. Comment 60 nobles sont-ils morts dans les latrines d'Erfurt au Moyen-Âge ? À Erfurt en 1184, le roi Henri VI convoque une diète réunissant les plus grands seigneurs du Saint-Empire. L'auguste assemblée se tient à l'étage d'un bâtiment ancien dont le plancher, rongé par l'humidité, cède sous le poids des dignitaires. Une soixantaine de comtes et d'évêques chutent dans la fosse des Anses, située juste en dessous. Beaucoup meurent noyés dans les excréments
suffoquement ou asphyxiés par les gaz. Une catastrophe infamante devenue symbole de la fragilité très concrète du pouvoir médiéval. Voilà. Youpi. Miam miam. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura enrichi, que ma voix vous aura détendu, que voilà, ça vous aura plu, détendu, relaxé, enrichi, que vous aurez appris un peu quelque chose. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Restez au frais tant que vous le pouvez. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Je voulais faire passer un message particulier à tous les pompiers, les agriculteurs et à toutes les personnes qui viennent en aide aux forces pompiers, aux forces de l'ordre, etc. Des feux qu'il y a en France. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas en France. Voilà, je voulais leur communiquer tout mon courage, tout mon soutien. Vraiment, force à eux. Je sais que c'est très difficile, enfin je me doute. Ça me fend le cœur de voir tout ce qui se passe, tous ces feux. Ça me rend très triste pour tous les habitants qui doivent quitter leur maison, tous les animaux aussi qui sont impactés par ces drames. Donc voilà, donc je voulais, s'il y a des peut-être... bon, je pense que les pompiers ou les gens qui sont sur les lieux ne regardent peut-être pas ma vidéo et n'ont peut-être pas que ça à faire d'ailleurs. Mais en tout cas, si vous avez des proches qui sont sur le terrain, eh bien sachez que vous avez tout mon soutien, toute ma force. Je pense très fort à vous. Tous les jours j'allume une bougie pour vous donner de la force et du courage. Vraiment, je pense très très fort à vous. Ça me tient énormément à cœur parce que c'est dramatique ce qui se passe. Bon, je sais, c'est pas très joyeux ce que je vous raconte, mais en tout cas voilà. Donc si vous êtes vous-même dans ce cas-là, pompiers, volontaires, agriculteurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des agriculteurs qui aidaient comme ils pouvaient, même des gens lambda qui essayaient de venir en aide comme ils pouvaient. Voilà, sachez que vous avez tout mon respect, toute ma... Je sais pas, j'ai pas les mots. Mais voilà, je pense très fort à vous. Et vous avez tout mon respect, vraiment, de vous donner corps et âme pour sauver la nature. Voilà, donc si vous êtes proche de gens qui sont sur le terrain, vous pouvez leur communiquer mon soutien. Voilà les amis, j'espère que ça va, que vous tenez le coup avec la chaleur, que vous arrivez à dormir. En tout cas, buvez de l'eau, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent, les amis, c'est très important. Je le répéterai jamais assez, c'est très précieux la vie, donc il faut profiter de l'instant présent. On ne sait pas de quoi demain est fait, ni même dans 2 heures. Donc voilà, profitez de l'instant présent, de vos proches, et ne vous prenez pas trop la tête. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Buvez de l'eau, soyez prudents, et puis à très vite.